Et si la finance, ça pouvait être autre chose? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur la finance islamique. Alors attention, ce n'est pas juste un sujet religieux, non, non, c'est un véritable modèle économique, un modèle alternatif qui a une histoire hyper longue et qui en fait propose une vision complètement différente de l'argent et de sa place dans la société. Bon, pour commencer, une petite surprise. Cette phrase, elle ne vient pas du Coran. Non, elle est d'Aristote. C'est assez fou, non? Ça veut dire que l'idée centrale de la finance islamique, c'est-à-dire l'interdiction de l'intérêt, eh bien, ce n'est pas du tout une exclusivité de l'islam. En fait, c'était un principe fondamental dans la pensée occidentale bien avant. Et cette idée, partie de la Grèce antique, elle a fait un sacré bout de chemin. Elle a voyagé à travers les siècles, les civilisations. Et c'est vraiment la clé pour comprendre sur quoi tout repose. Parce que, oui, ce qu'on appelle tranquillement l'intérêt aujourd'hui, eh bien, pendant des siècles, ça portait un autre nom. L'usure. Et c'était condamné, vu comme une manière de profiter de la faiblesse des autres. Mais voilà, le temps a passé et au final, il n'y a plus qu'une seule grande religion qui a gardé cette interdiction comme un pilier central de son système financier. Ok, donc, si on enlève l'intérêt, on met quoi à la place? Comment ça peut marcher? Eh bien, tout le système repose en fait sur trois grandes interdictions. Ce sont elles qui vont donner le cadre, qui vont structurer absolument tout. Alors le premier, et c'est le plus important, la pierre angulaire de tout le système, c'est le riba. L'idée derrière, elle est assez simple en fait. L'argent, c'est un outil, un moyen d'échange. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut mettre en location. Le profit, il doit venir d'un vrai travail, d'un effort ou d'un risque qu'on prend ensemble dans un projet. Il ne peut pas venir juste du fait que le temps passe sur de l'argent qu'on a prêté. Ensuite, à côté du riba, il y a deux autres interdits, le gharar et le maïsir. Le gharar, en gros, c'est l'interdiction de l'incertitude excessive. On ne peut pas avoir un contrat flou qui dépend d'un truc qui n'est pas sûr d'arriver. L'exemple classique, c'est de vendre une récolte avant même qu'elle ait poussé. Et puis il y a le maïsir, ça c'est l'interdiction de la spéculation, du jeu de hasard. L'idée c'est qu'on ne gagne pas de l'argent juste avec de la chance. En fait, ces deux règles, elles sont là pour une chose, s'assurer que tout est clair, juste et qu'on ne prend pas des risques complètement fous. Ok, on a vu ce qui est interdit. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce que la finance islamique, elle ne fait pas que dire non. Elle propose une alternative, un modèle complètement différent. Et voilà, c'est un vrai changement de perspective. On oublie la relation classique prêteur-emprunteur. Ici, on est dans un partenariat. La banque ne vous prête pas de l'argent en attendant de récupérer plus. Non, elle investit avec l'autre partie dans un projet et elle partage les gains, mais aussi les pertes. Et surtout, point crucial, chaque opération financière doit être liée à quelque chose de concret, un bien, un actif tangible. C'est ça le cœur du réacteur en fait. Le capital est toujours connecté à l'économie réelle. L'économie des biens, des services, des choses qu'on peut toucher. L'argent ne sert pas à faire de l'argent de façon abstraite. Il sert à financer des projets bien réels, des entreprises, des maisons, des infrastructures. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple que tout le monde connaît, peut-être même le plus gros achat de toute une vie. Voilà, on veut acheter une maison. Dans le système classique, on ferait un prêt avec des intérêts. Ici, on utilise un contrat qui s'appelle la murabara. Comment ça se passe? C'est simple. D'abord, le client trouve la maison de ses rêves. Ensuite, c'est la banque islamique qui va l'acheter directement. Et tout de suite après, la banque revend cette même maison au client, mais à un prix un peu plus élevé qui a été fixé à l'avance. Le client rembourse ce nouveau prix en plusieurs fois. La différence, c'est la marge, le profit de la banque. Et là, pas d'intérêt, parce que juridiquement, c'est une opération d'achat-vente, pas un prêt d'argent. Et cette logique, on la retrouve aussi dans d'autres produits, comme les soukouk. On les surnomme souvent les obligations islamiques. Mais attention, ce n'est pas tout à fait ça. Un soukouk, ce n'est pas un titre de dette. C'est un certificat de propriété. C'est comme si on achetait une petite part d'un immeuble ou d'une autoroute. Et en tant que copropriétaire, on touche une partie des revenus générés par cet actif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle n'est plus du tout cantonné aux pays musulmans, loin de là. Il y a un intérêt de plus en plus grand en Occident, et notamment en France. Et ce n'est pas un hasard, il y a derrière des raisons très stratégiques. En Europe, ça s'est fait petit à petit. Le Royaume-Uni a vraiment ouvert la voie. Et puis, la France s'y est mise plus sérieusement à partir de 2007. L'État a commencé à adapter les lois, à bricoler le cadre juridique, par exemple en dépoussiérant un vieil outil juridique, la fiducie, pour pouvoir l'utiliser et permettre des montages comme les soukouks. Mais alors, pourquoi tout cet effort? Les raisons, elles sont surtout économiques. C'est simple, il s'agit d'une part d'attirer les énormes capitaux des fonds d'investissement du Golfe ou d'Asie qui ont besoin de placements conformes à leurs principes, et d'autre part, c'est une façon de diversifier l'offre, de rendre la place financière de Paris plus attractive, plus compétitive sur la scène mondiale.
Au final, si on met de côté l'aspect religieux, ce qui attire vraiment le cœur du truc, c'est ce lien forcé, obligatoire, avec l'économie réelle. On entend souvent critiquer la finance pour son côté déconnecté, spéculatif. Eh bien là, on a un modèle qui, par définition, est basé sur des choses concrètes et sur le partage du risque. C'est une perspective radicalement différente. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Au-delà de ses origines, est-ce que ces principes, le partage du risque, la transparence, le lien avec des actifs réels, ne pourraient pas en fait être une source d'inspiration? Une leçon peut-être pour l'ensemble du système bancaire? Est-ce que ce ne serait pas une piste pour une finance mondiale plus stable et peut-être un peu plus éthique? La question est posée.